Bien, alors je propose de terminer par une dernière ligne droite, une dernière petite séquence, et je vais inviter Mathieu Binot et Monsieur Schweigert à venir me rejoindre ici. On va faire vite avec vous. Venez me rejoindre, Monsieur Binot. Allez. Quels sont les investissements nécessaires et quels résultats en attendre? Voilà, on a gardé le meilleur pour la fin en termes de questionnement. Et pour une fois, on aura chacun son micro. C'est parfait. Et vous avez amené du petit matériel avec vous pour voir comment ça marche? Pour faire des petites démonstrations directes? D'accord. Alors, je vous présente Mathieu Binot. Vous êtes directeur général délégué de Voltalis, qui est une start-up fondée en 2008 et qui propose donc des solutions innovantes, vous allez nous le dire probablement, pour le pilotage de consommation et le suivi de consommation. Donc spécialiste de l'effacement, on en parlait à l'instant. Et Monsieur Schweigert, qui est responsable de développement chez Cofili Ineo, qui pilote donc les projets Smart Grid du groupe Suez GDF, entre autres, voilà, en tant qu'intégrateur. Mathieu Binot, allez, un mot de Voltalis, peut-être donc avec ça, non? Voilà, je vous laisse faire. Quel est votre métier? Alors, je vais effectivement me démarquer peut-être un petit peu de ce qui s'est dit depuis quelques tables rondes, puisque je ne vais pas parler ni de démonstrateur, ni de pilote, ni de prototype, ni d'expérimentation. Voltalis a fait le choix, dès l'origine, de penser à un produit qui puisse avoir sa propre vie, sa propre légitimité, son propre intérêt, considérant que les États n'avaient plus beaucoup d'argent, que les collectivités n'avaient plus beaucoup d'argent et que les consommateurs n'avaient plus beaucoup d'argent. Donc toute bonne solution, toute bonne idée qui reposait sur des subventions ou sur l'idée de faire payer, de faire financer les bonnes idées par le consommateur nous paraissait vouée à un faible développement. Et donc l'idée, qui remonte effectivement à 2008, a été de considérer qu'il y avait pour le système électrique une vraie valeur qui était celle de rendre la consommation flexible. Et de faire en sorte que le système électrique puisse être géré autrement qu'en trouvant la centrale qui va bien, au moment qui va bien, et en subissant la consommation, en faisant toutes les économies nécessaires le cas échéant, mais néanmoins en ayant besoin de centrales, notamment de centrales de pointe, de centrales flexibles, souvent de centrales polluantes d'ailleurs, qui permettent de faire face à ces situations. Donc il y a de la valeur dans le système électrique pour cette flexibilité, et Voltalis a conçu la solution, la technologie qui permettait d'aller valoriser cette flexibilité de façon à proposer à tous les particuliers qui veulent économiser moins, qui veulent maîtriser leur consommation, qui veulent la suivre et qui veulent qu'on les aide à faire des économies d'énergie, les aider à disposer d'une solution gratuitement pour eux et faire financer tout le coût de ce matériel, de son installation et de son fonctionnement par le système électrique. Donc avec l'idée d'emblée d'un déploiement massif auprès de tous les logements qui sont chauffés au chauffage électrique, donc il y en a 8 millions en France, et qui peuvent contribuer à la sécurité et à l'équilibre du système électrique français. Et pour ça, créer une valeur qui permet de financer le déploiement de la solution, et pour leur part, bénéficier très directement du fonctionnement du dispositif. D'accord. Alors c'est ça, le modèle économique, il ressemble à quoi alors du coup? Puisque donc il y a la gratuité pour les particuliers. Absolument. Donc, avant d'arriver au modèle économique, il faut peut-être que je dise deux mots de comment ça fonctionne. Puisque par rapport à tous les démonstrateurs qu'on a évoqués tout à l'heure, qui cherchent à faire beaucoup de choses en même temps, on s'est focalisé sur une chose importante, qui est là où on pense qu'il y a de la valeur, et la possibilité d'avoir une rémunération, et donc la flexibilité pour le système électrique. Donc, nous avons développé des petits boîtiers qui sont installés chez les consommateurs. Alors, je vais commencer plutôt par celui-là, qui ressemble un peu à un disjoncteur, et qui est installé sur le tableau électrique et raccordé à tous les équipements thermiques, principalement les radiateurs, la climatisation dans le sud de la France, le ballon d'eau chaude, sur lequel nous allons pouvoir faire des interruptions de courte durée au moment où le système en a besoin. Donc je vous ai montré un deuxième boîtier blanc. Ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le D'accord. deuxième boîtier permet en fait de rendre ce premier boîtier communicant et le mettre en communication avec notre centrale, notre plateforme centrale. Et cette série de boîtiers nous permet à tout moment de savoir quel radiateur consomme quoi et de connecter. Alors aujourd'hui, on a 100 000 personnes connectées, donc on n'est pas loin du million d'objets connectés, et de savoir quel radiateur consomme quoi, à quel moment, et donc va pouvoir, le cas échéant, être interrompu pour de très courtes durées,
chez chaque consommateur, et avec un savoir-faire au niveau d'une plateforme centrale, un savoir-faire d'algorithmie et de big data, de tout un tas de mots savants qui ont été utilisés tout à l'heure au cours de la journée, mais qui vont nous permettre de choisir intelligemment quel radiateur solliciter quand et de faire tourner les sollicitations de façon à ce que chacun ne soit pas impacté dans son confort, mais chacun contribue à apporter un volant de souplesse, et que Voltalis agrège et synchronise tous ces courts effacements de façon à produire une vraie baisse de la courbe de charge, une vraie baisse de consommation visible au plan national de plusieurs centaines de mégawatts le cas échéant, alors que chaque radiateur contribuera pour 1 kilowatt au maximum. Donc il faut qu'il y ait un effet de masse important. Donc c'est une solution qui n'a d'intérêt, c'est un peu l'enjeu des smart grids, c'est que ça n'a d'intérêt que s'il y a du volume. Faire une démonstration sur 1000 personnes ne permet que de valider la capacité technologique à faire. C'est une étape qu'on a franchie depuis de nombreuses années. Et Voltalis est qualifié par RTE, qui est donc une filiale du groupe EDF, qui est en charge du réseau de transport, mais qui est surtout en charge de l'équilibre en temps réel entre l'offre et la demande, et donc de la sécurité du système électrique. Et donc RTE a créé les conditions pour que cette solution puisse exister, et que nous puissions vendre ces moments de non-consommation, qu'on puisse vendre ces économies d'énergie que nous produisons chez chaque consommateur sur les marchés de l'énergie. Voilà. Donc aujourd'hui, essentiellement sur le marché du temps réel, le marché vraiment de la sécurité. Donc RTE nous achète cette énergie et le modèle économique nous permet de distribuer, de proposer et d'installer totalement gratuitement pour le consommateur la solution chez lui. Alors, dans le modèle économique, la question que vous allez me poser, c'est qu'est-ce que le consommateur y gagne ? Ce qu'il y gagne, c'est deux choses. D'une part, lorsque nous intervenons, lorsque nous opérons ces courts effacements, comme ils sont courts, ce sont de vraies économies. Ce n'est pas simplement des transferts de moments de consommation. Et donc nous allons en fait aller optimiser sa consommation de chauffage et donc lui générer des économies d'énergie qui seront directement visibles sur la facture. Visibles sur la facture. Absolument. Et le deuxième élément, c'est que nous lui mettons à disposition un espace de suivi de consommation qui lui permet d'aller plus loin et de faire tout ce qu'on a pu évoquer dans le reste de la journée, avec un déploiement qui est le plus souvent partenarial. Donc nous avons, je l'ai indiqué, 100 000 foyers qui sont équipés, mais qui ont été équipés en partenariat avec principalement des collectivités locales et des bailleurs sociaux qui ont relayé la démarche, qui ont trouvé intéressant que ces boîtiers soient installés chez eux auprès de leurs habitants plutôt qu'à côté, puisqu'on ne peut pas être partout. Comme vous l'avez compris, on finance absolument tout. Et qui du coup s'associent à la démarche et profitent des campagnes d'installation pour relayer d'autres messages. Donc on est amené à distribuer des guides d'éco-gestes, on est amené à renvoyer des gens vers les espaces info-énergie, on est amené à leur donner des conseils et des guides qui vont de la réhabilitation énergétique aux éco-gestes ou à promouvoir les différentes solutions mises en place par une collectivité dans le cadre de sa politique énergétique. Donc on est vraiment dans une logique partenariale avec les territoires, mais avec un produit qui fonctionne, qui n'est pas expérimental, qui est en déploiement industriel depuis 2008, puisque RTE nous a qualifiés depuis 2008, et qui sert de point d'appui pour aller au-delà auprès de chacun des territoires, à des niveaux locaux, agglomérations, communautés de communes, départements ou régions, pour aller encore plus loin et plus fort, si je puis dire, dans l'efficacité énergétique. Donc quand on pose la question, puisque c'est le thème de cette table ronde, quels résultats en attendre ? Premier élément de réponse, vis-à-vis du particulier, notamment, on le voit sur la facture. Absolument. Et toujours sur ces sujets de smart grid, nous on est convaincus qu'on arrivera à avancer si les solutions ont un intérêt et donc apportent un bénéfice à la fois au consommateur final et à quelqu'un qui du coup est capable de payer, puisqu'on est convaincu que ce n'est pas le consommateur qui paiera pour ces services. Et donc c'est essentiel que le consommateur y trouve son intérêt. Et donc le fait qu'on ait déjà 100 000 personnes équipées et donc qui aient manifesté leur souhait, parce que ce ne sont évidemment que des gens intéressés et volontaires d'être équipés, manifeste qu'on a résolu l'équation qu'évoquait David Marshall tout à l'heure, à savoir que le mot effacement diffus, qui d'ailleurs est, je pense, largement inventé par Voltalis, qui est totalement abscon, je vous l'accorde. On a inventé l'idée, le concept, la technologie dès 2006, puisque Voltalis existe depuis 2006, et on n'a pas trouvé de mot plus intelligible à ce jour. Donc il faut continuer à chercher. Voilà. Mais n'empêche que ce n'est pas un frein, et que dès lors qu'on explique aux gens de quoi il en retourne, on a des taux d'intérêt et de demande d'installation qui sont extraordinaires. Donc le consommateur y gagne, le réseau électrique y gagne, puisqu'il trouve un élément de flexibilité concret, réel,
est tout à fait compétitif par rapport aux centrales thermiques et qui sont absolument vitaux pour lui à un horizon de quelques années où les moyens de production flexibles vont manquer en France. Parce que RTE alerte depuis quelques temps sur le fait que l'hiver 2016-2017 est à risque élevé de blackout, faute de moyens de production. Pourquoi précisément ces hivers-là RTE est donc chargé, du fait de sa mission de service public, de suivre l'évolution des investissements. Vous avez des centrales qui vont sortir de production pour cause de pollution, avec les normes environnementales, les centrales à charbon, les centrales à fioul, et la croissance de la consommation, et surtout des pointes de consommation, font qu'à un moment donné, ça ne passera pas. Donc, il y aura une conjoncture RTE particulière. Le risque à l'hiver 2016-2017 où ça ne passe plus. Allez, on va introduire dans nos conversations aussi M. Schweigert. Merci d'être là donc pour Coffe-Lineo. Rapidement, même question, cœur de métier. Alors le cœur de métier d'Ineo, il est très vaste. On a beaucoup de briques, je dirais, d'organisation. Ouais. Et aujourd'hui, pour traduire un petit peu, donc GDF Suez déjà d'une part, on a 5 branches, donc une branche énergie. On fait partie de cette branche énergie. Et rien que dans cette branche énergie, donc on a de multiples métiers, puisqu'on passe aussi bien en hygiène publique que dans le stockage d'énergie, que dans le bâtiment et les réseaux, par exemple. Et donc le sujet aujourd'hui, donc effectivement, c'est aussi la partie R&D dans le domaine du stockage de l'énergie. Et dans ce cas de figure, donc on a une section spécialisée qui s'appelle SCLE SFE, qui elle donc organise donc ce genre de sujet. Donc vous avez une bonne vision, une belle tour d'observation pour pouvoir répondre aux questions qu'on va se poser sur cette table ronde. Qu'est-ce que vous observez, vous, du coup, sur le terrain, si on veut répondre à notre question? Voilà. Quel est votre regard sur tout ça? Bien, écoutez, aujourd'hui, donc, effectivement, j'ai bien écouté tout ce qui s'est dit lors de cette journée. Et donc, c'est pas la fatalité, puisqu'il y a des sujets, encore une fois, il y a des technologies qui existent et qui permettent justement de répondre à certains besoins. Alors, évidemment, si on veut en répondre au maximum, le sujet, c'est qu'effectivement, ça va coûter très très cher en matériel, ça c'est une évidence. Alors, oui. C'est une évidence. Et donc, après, c'est la question du coût. Bon. Voilà, après, c'est l'histoire du coût. Et après, c'est adapter les choses en fonction des régions, des besoins, des utilisateurs. Voilà. Alors, sur cette question du coût, vous répondez quoi? Vous dites que... Alors, au niveau du coût, je ne pourrais pas vous annoncer de coût, puisque quelque part, je dirais, c'est adapté, je dirais, en fonction donc, des besoins. Donc, c'est en fait le dimensionnement des matériels et des infrastructures qu'il faut mettre en place pour pouvoir y arriver. Et donc, les coûts sont, on va dire, passent de 1 à 10 en fonction donc, de la nécessité et du besoin du client ou du réseau, puisqu'on parle également de réseau de distribution. Est-ce que vous observez, qu'est-ce que vous observez aussi sur l'allant que tous les partenaires mettent dans ces projets? On a évoqué tous les acteurs tout à l'heure. Oui. Voilà. Quel est votre regard aussi là-dessus? Alors mon regard, je dirais, il est un peu identique, puisque là on parle en fait de stockage d'énergie, mais tout ce qui est développement, je dirais, de smart grid, de solutions énergétiques, de stockage, quel qu'il soit, quelle que soit l'échelle, je dirais, on va tous dans le même sens en fait. Alors, on a à peu près le même discours, on a des technologies qui sont un petit peu différentes, on a des approches qui peuvent également l'être un petit peu, ouais. Mais d'une façon générale, on voit que les réflexions vont dans le même sens, ce qui est assez rassurant déjà, et que les solutions, chacun a les siennes, mais qui convergent quand même vers un seul objectif, c'est effectivement de répondre aux questions et aux attentes à la fois donc, des industriels et également des particuliers. Est-ce que les collectivités, par exemple, rechignent ou rechigneraient à avancer sur ces projets-là du fait, alors peut-être du coût, peut-être aussi du fait qu'on ne connaît pas bien les avantages et si on va pouvoir tirer les marrons du feu, en fait? Dans ces cas de figure, si vous voulez, on a donc des démarches vis-à-vis des communes qui sont très intéressées. Alors ça peut être des communes comme des comités de communes, des comités d'agglomération. Et on a donc des débats, je dirais pas au quotidien, mais presque, dans le sens où, aussi en termes d'image, mais aussi en termes de valorisation, je dirais, de territoire. Donc il y a des discussions qui sont engagées et on aborde effectivement tous ces sujets. Alors, à petite ou à grande échelle, mais toujours très intéressé. Après, bien sûr, ce qui risque de freiner... Mais ça on vous le dit? Oui, on nous le dit clairement. Voilà. Et par contre, bon, je dirais que donc, des études peuvent être, en tout cas des propositions peuvent être faites, donc des approches plutôt. Mais bon, après, c'est bien sûr le résultat final qui peut plaire.
Et là où le bas pourrait blesser, c'est que tout simplement, ce serait éventuellement donc, le coût. Donc ces gens, donc ces personnes qui sont intéressées sont également en attente de notre part d'informations concernant des subventions, des aides, ADEME ou autres, hein, et voire des participations dans le cadre de contrats spécifiques, hein, PPP, CPE et autres, donc de l'investissement également, donc, enfin de la participation, on va dire, financière de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui reste très complexe, mais qui est aménagé, je dirais, au cas par cas. Et quand, si je vous dis, est-ce que voilà, on peut attendre des résultats probants, incontestables, visibles aussi de tous, des résultats rapides, qu'est-ce que vous répondez ? Alors, résultats rapides, une fois qu'on a construit, oui, les résultats sont rapides, en tout cas en termes d'appréciation, puisque quelque part, il faut noter, je dirais, que lorsque les choses fonctionnent, ben, c'est forcément la notion de confort qui apparaît et qui s'améliore. Après, c'est effectivement le bilan, on va dire, financier, qui lui aussi doit être maîtrisé sur la durée avec des garanties. Et ça aussi, ce sont des questions qui se posent, c'est que vous construisez, vous nous faites dépenser de l'argent, qu'est-ce que vous faites pour nous aider à nous en sortir et quelles sont les pénalités qu'on peut vous appliquer, enfin qu'on doit vous appliquer ou qu'on vous appliquera au cas où les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Voilà. Donc il y a vraiment un discours, il y a vraiment un discours, je dirais, assez entouré sur le sujet pour essayer de vraiment valoriser, mais aussi garantir les choses qui sont proposées et qui seraient installées. Monsieur Binot, là-dessus ? Moi, j'aurais envie de souligner une réalité qu'on perd souvent de vue, c'est que tout le monde ne consomme pas pareil, et que pour être efficace au point de vue national, il faut peut-être essayer de regarder où sont les gros volumes. C'est un peu d'ailleurs la démarche qu'on a eue. Le résidentiel et le tertiaire représentent au niveau de l'électricité, alors je ne parle que de l'électricité, donc je ne suis pas dans le débat sur le bon mode de chauffage ou les transferts entre modes d'énergie, mais sur l'électricité, largement plus de la moitié de la consommation provient du résidentiel et du tertiaire. Dans le résidentiel, où on a des données beaucoup plus fiables que dans le tertiaire, les foyers qui sont au chauffage électrique représentent à eux seuls les 2/3 de la consommation du résidentiel, alors qu'ils ne représentent qu'un petit tiers des foyers français. Donc ça veut dire qu'on a moyen d'être efficace en ciblant les foyers les plus consommateurs, les plus énergivores, ceux en plus dont je vais revenir du côté du résidentiel, ceux auxquels on s'adresse généralement assez peu, puisqu'il y a beaucoup d'énergie mise à promouvoir les bons modes de construction, les bâtiments à énergie positive, BBC ou tout un tas de labels tout à fait pertinents, mais qui ne traitent que la construction neuve, qui représente quelque chose comme 1% du parc immobilier qui se renouvelle tous les ans, mais qui laisse de côté 99% des gens qui ont néanmoins une facture de chauffage à la fin de l'année et peut-être envie de faire quelque chose. Donc souvent quand on raisonne smart grid et qu'on raisonne territoire, on a envie de traiter tout le monde et de tout faire avec tout le monde en accompagnant les gens, et on n'a pas forcément conscience des différences d'échelle entre un logement qui a un chauffage électrique et quelqu'un qui n'en a pas. Ou alors on a envie de traiter tous les modes de chauffage et généralement on prend les modes dominants et donc on ne traite pas le chauffage électrique. D'ailleurs dans les petits slides, je ne sais pas si on peut passer, j'avais amené quelques slides mais je ne veux pas faire la présentation, mais sur la toute fin. D'accord. Un slide qui illustrait les ordres de grandeur pour faire un petit peu réagir. C'est moi qui ai la télé. Attendez. Voilà. Pardon. Allez-y, ça ira plus vite. Voilà, c'est celui-là que je voulais montrer. Donc, les 100 000 personnes qu'on a équipées, ça représente les économies d'énergie, donc l'ordre de 15% par an par personne. Ça représente quelque chose comme 200 gigawattheures d'économie par an. Mais ça, les gigawattheures, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, ça ne parle pas beaucoup. Ce qui parle plus, c'est que l'économie qu'on génère chez ces 100 000 personnes représente l'équivalent de la consommation annuelle de 15 millions d'ampoules, de 500 000 frigos ou de 30 millions d'appareils en veille. Et donc, quand on a une politique qui vise à réduire le nombre d'appareils en veille, à se dire que c'est un enjeu de politique publique important, oui, c'est sûr, c'est certain, et ça touche tout le monde, donc c'est pratique. Mais néanmoins, c'est beaucoup moins efficace que d'aller toucher aux endroits où il y a des sources de flexibilité, des sources d'économie pour les gens, et du coup, un moyen plus simple de financer des solutions. Et très clairement, la solution qu'on a mise en place, il y a eu beaucoup de travail technologique pour en abaisser le coût
de conception et de fonctionnement pour rendre possible cette gratuité que j'évoquais tout à l'heure, parce que c'est loin d'être une évidence, mais ça ne serait absolument pas possible pour aller permettre aux gens de piloter gratuitement uniquement une consommation d'équipements informatiques, d'équipements de type cuisine, four, frigo, etc. Le modèle économique là est impossible à trouver, sauf à penser soit à des subventions, soit à le faire financer par l'opérateur, le distributeur ERDF à travers un compteur qui irait jusque-là, mais ce qui veut dire que tout le monde le paierait dans son prix de l'énergie. Enfin, ça serait une forme de taxe autre. Et donc, comme on voit bien que c'est des solutions sans issue, on est vraiment les promoteurs de solutions ciblées vers les populations vers lesquelles il y a vraiment des choses à faire qui peuvent être rentables. Et on trouve exactement la même philosophie dans le secteur tertiaire. Alors, je mets de côté l'industriel pur, le site de process, sur lequel c'est un vrai métier différent. Mais vous avez des centres commerciaux, vous avez des tours de bureaux sur lesquels vous avez exactement la même problématique, d'ailleurs où nous savons intervenir et nous opérons, et qui ont des gisements d'économie d'énergie très standards et très simples à aller chercher, et donc moyen de déployer des solutions à bas coût, parce que uniformisées et parce que visant des populations segmentées, mais représentant des volants d'énergie très substantiels au plan national. Si je pouvais me permettre, donc tout simplement, lorsqu'on parlait justement donc, de personnes concernées, de coûts, de choix, aujourd'hui je pense qu'il y a un sujet qui pourrait être intéressant, puisqu'on en parle de plus en plus, c'est les écoquartiers. Et les écoquartiers peuvent être en fait des zones, je dirais, de test, qui seraient vraiment très adaptées, puisque quelque part ça fait partie d'un ensemble, construction, enfin déjà l'imagination, les études, les faisabilités, mais aussi après des réalisations. Et quelque part, justement, tous ces systèmes dont on vient de parler sont tout à fait adaptés dans le cadre de ces constructions. Ça permet vraiment de faire quelque chose en grandeur nature. Et peut-être que les écoquartiers, enfin les dispositifs d'écoquartiers recouvrent des réalités très différentes. Enfin, j'imagine, non ? Alors, si vous voulez, le principe de base est le même. C'est-à-dire que c'est de faire de l'habitation avec par BBC ou HBC en termes de construction. C'est également de libérer des rues, c'est aussi de ramener les services à proximité, c'est le confort, c'est la gestion de l'énergie, c'est la mobilité encore une fois, c'est aussi des zones un petit peu fermées, c'est de la récupération des eaux, c'est de l'énergie fabriquée sur site. Et donc je dirais que tous ces ensembles, et bien sûr les smart grids, bien sûr intégrés donc, au logement comme on l'a vu tout à l'heure, donc c'est vraiment des zones test qui permettent déjà à des coûts moindres que de créer quelque chose dans l'existant, qui permet vraiment déjà d'assurer un confort on va dire immédiat. Immédiat, voilà, c'est ça. Donc il y a quand même une difficulté à répondre à notre double question, quand même. Quels sont les investissements nécessaires à engager et pour quels résultats ? Cette équation, elle est quand même un peu difficile à résoudre. Alors pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le recul nécessaire, parce que les choses sont encore trop fraîches, ou parce qu'on n'a pas les outils d'analyse. Enfin, voilà. Alors quelqu'un le disait tout à l'heure lors de son exposé, c'est qu'effectivement aujourd'hui on a un coût de l'électricité qui est plutôt très favorable en France, et qui fait qu'effectivement on a du mal à faire, je dirais, la marge, de solutions qui permettraient de basculer, enfin quand on dit permettrait, qui permettrait en fait de basculer d'un système à l'autre. Donc aujourd'hui effectivement il y a des choix économiques qui sont importants, et il est vrai que sans subvention, sans aide, il est difficile d'y aller. Mais par contre, si vous voulez, donc, pour répondre à un autre sujet dont vous parliez il y a deux secondes, c'est que la possibilité aussi de ce genre de système permet aussi de délocaliser un petit peu les productions d'énergie et de les rapprocher en fait donc de centres qui seraient eux concernés, qui permettraient, je dirais, d'avoir peut-être des facilités, de la disponibilité en énergie, donc qui permettrait de développer en fait les secteurs dans lesquels ils se trouveraient. Voilà. Donc ça, c'est un des intérêts. Il y a des intérêts, oui, tout à fait. On entend ça également. C'est vraiment, quand on parle, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, c'est que champ photovoltaïque, c'est quelque chose que maintenant est un petit peu rentré dans les mœurs. Mais par contre, l'associer à, par exemple, également donc, du stockage, mais également donc, la production d'hydrogène, donc les stockages d'hydrogène, ça permet aussi dans l'esprit de dire on peut se différencier régionalement parce qu'on va pouvoir l'utiliser, on va pouvoir rendre service à des industries locales, peut-être faire évoluer les moyens de transport en utilisant de l'hydrogène ou de l'ithane ou ce genre de choses. Et donc quelque part il y a une réflexion, parce qu'il y a toujours une réflexion environnementale qui malgré tout domine.
Mathieu Binot. Je voudrais essayer de répondre directement à votre question. Dès lors qu'on distingue les technologies un peu mûres et les technologies émergentes, c'est effectivement le stockage, par exemple, est clairement une technologie émergente. Mais l'effacement diffus, moi, je le considère depuis quelques années comme une technologie mûre. Et aujourd'hui, la réponse à quel investissement, à la question quel investissement, la réponse est claire. C'est 0 pour les collectivités et pour les particuliers qui veulent en bénéficier. Donc il y a un modèle économique qui permet d'assurer cette gratuité de l'investissement. Et pour quel retour? J'ai parlé de 15% d'économie d'énergie pour les consommateurs, mais on a aujourd'hui le bénéfice direct pour le système électrique au sens de la participation à l'équilibre entre l'offre et la demande au plan national. Et c'est évidemment la brique et le système qui permet dès aujourd'hui de gérer la réalité de l'intégration des ENR, de l'intégration du véhicule électrique, sans attendre de savoir ce que ça va devenir. La solution technique existe, le marché existe, c'est ce fameux marché d'ajustement que j'évoquais, et la solution que nous avons déployée se prête à un usage local, et donc nous avons déjà des expérimentations à des plans plus locaux qui permettent justement de rendre concret toutes ces idées de quartiers intelligents ou autres, mais avec l'intérêt de ne pas attendre la subvention qui déploie un matériel qui n'a pas de débouché, mais qui permet de le faire financer par un usage concret, réel et pour tout de suite au plan national, et de se dire que on va démontrer que oui, sur ce quartier, sur cette ville, on peut aussi équilibrer l'offre et la demande, on peut aussi s'ajuster à la production du champ d'éoliennes du coin, à l'échelon d'une communauté de communes ou d'un département, et ce qui permet de déployer une infrastructure robuste pour tous les enjeux à venir, qui ont largement été évoqués aujourd'hui, dont on sait qu'ils arriveront, mais dont on ne sait pas forcément quelle dimension ils prendront, mais dont on sait quels outils on a besoin d'ores et déjà pour les gérer. Et ces outils, on peut commencer à les déployer sans avoir besoin d'avoir la photo complète ou de s'obliger à repenser le quartier, les modes de mobilité avant de faire quelque chose. Parce qu'effectivement, là, on serait condamné dans cette dynamique-là à avoir des quartiers témoins, comme on avait des appartements témoins à d'autres époques, les quartiers témoins parfaits, idéaux, dans lesquels on sait tout faire, et puis le reste de la France qui, malheureusement, reste empêtré dans sa réalité quotidienne. Vous travaillez sur quoi dans vos services de R&D respectifs, je ne sais pas, en ce moment? Enfin, qu'est-ce qui se profile à l'horizon, du coup? On peut... Non? Écoutez, aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont dans le cadre de la mobilité déjà. Ouais. Bien sûr, des écoquartiers, puisqu'il y a 4 ans, on discutait de certains sujets avec des technologies. Aujourd'hui, elles ont évolué, donc il faut l'adapter, il faut les adapter. Aujourd'hui, encore une fois, lorsqu'on parle de mobilité, entre autres, quelqu'un le disait également justement tout à l'heure, c'est que si on met des bornes, faut-il encore savoir lesquelles mettre, à savoir des bornes lentes ou des bornes rapides. Faut-il encore savoir les implanter là où il faut pour que les gens puissent être intéressés pour utiliser les véhicules. Et là où ça peut être intéressant, il n'y a pas forcément l'énergie ou pas forcément de réseau suffisant pour pouvoir passer de bornes lentes aux bornes rapides. Et quelque part aussi, cette technologie, comme je vous disais, de stockage ou de production d'énergie qu'on peut transformer de la façon dont on voudra bien, permet aussi peut-être à un moment donné aussi de régler ce problème de réseau. C'est-à-dire en fait de la produire localement pour pouvoir alimenter effectivement des systèmes, je ne dirais pas en autonome, mais en autonomie, on va dire, localisée. M. Binot. On a un peu 3 séries d'innovations. La première, on est en train de lancer une nouvelle génération de notre espace de suivi de consommation pour que les foyers qui sont équipés de ce boîtier puissent avoir un conseil encore plus personnalisé et intelligent en utilisant le foisonnement de données que l'on collecte, puisqu'on mesure la consommation de chacun des équipements toutes les 10 minutes pendant toute l'année. Donc ça fait une masse d'informations qu'on est, je pense, les seuls à posséder. Deuxièmement, on travaille sur ce que j'évoquais juste avant, à savoir cette adaptation de tous nos algorithmes et de la plateforme à de l'ajustement local. Et par exemple, pour en citer un, avec la métropole de Brest, on a sur tout un quartier qu'on a équipé avec leur appui, donc on a équipé tous les foyers au chauffage électrique de cette solution, et on est en train de voir de quelle manière utiliser la solution pour leurs besoins locaux d'équilibrage et pour éviter des renforcements réseau des lignes du gestionnaire du réseau de distribution, enfin de RDF. Et le troisième champ d'expérimentation ou d'innovation pour nous, il n'est pas technologique, il est plus dans la façon de continuer à associer intelligemment les territoires qui nous appuient, parce que j'ai largement fait allusion tout à l'heure. Nous, on souhaite effectivement s'inscrire dans des logiques territoriales, et on souhaite être... pouvoir être utilisé, pouvoir servir de fer de lance, de faire valoir à toutes les autres politiques énergétiques. Donc on n'a pas une volonté d'exister tout seul dans notre coin comme acteur juste commercial, on a vraiment la volonté de s'inscrire dans cette dynamique, et donc
Par exemple, sur nos espaces de suivi, on a ouvert des pages et des espaces dédiés aux espaces info-énergie de la zone concernée pour être capable de vraiment d'être dans la promotion des autres politiques publiques du territoire concerné, avec de la géolocalisation. Et on veut aller de plus en plus loin dans ces dynamiques à la fois d'information, de mobilisation de territoire, et y compris sur les outils technologiques. Parfait, ben voilà une autre pierre versée à l'édifice. Oui, alors si vous voulez, donc effectivement, je n'ai pas trop touché cette télécommande. Alors, par contre, si vous me le permettez, je vous montrerai quelques images rapidement, puisqu'on a Allez-y. quand même déjà touché les... Alors, ça marche comment ? Alors, là, c'est donc en fait donc, nos axes de métier donc, dans le cadre des transports et d'énergie. Là, on voit en fait des Smart ZAE donc, qui intègrent les différentes possibilités de produire et de stocker donc, de l'énergie, hein, donc dans le but d'optimiser, de prévoir et suivre et optimiser l'utilisation de production locale et de maîtriser les consommations et les appels de puissance. Soutenir le réseau également en cas de nécessité. Donc ça, ce sont donc les objectifs principaux, je dirais, de tout ce qui est stockage. Là, on voit donc les briques qui permettent donc et leur puissance. Parce que tout ça, ce sont des briques qui peuvent s'assembler. Donc on peut très bien mettre un bas de grid, comme on peut en mettre une dizaine si on le souhaitait. Tout dépend du besoin que l'on peut avoir. Et donc également donc, du container en fait, qui rassemble en fait, tout l'ensemble des batteries qui vont donc stocker cette énergie. On voit aussi qu'en termes de stockage, il y a d'autres solutions et ça a été effectivement valorisé et développé par INEO, Cofeli INEO, donc le volant inertie. Donc, qui permet également donc, de pouvoir profiter de l'énergie emmagasinée pendant une durée, un certain temps, on va dire, en fonction bien sûr de la capacité du volant. Donc des schémas aussi qui permettent de montrer qu'à partir d'énergies complètement différentes, hein, aussi bien le photovoltaïque que les éoliennes, que le volant inertie, que les batteries, on peut donc mutualiser ces productions et les stocker à un moment ou à un autre pour les renvoyer sur le réseau ou en tout cas utiliser l'énergie stockée. Donc là, on a un site mixte, donc on voit un petit peu, bon, c'est un peu la même chose, mais en plus petit. Et donc là, on parlait donc tout à l'heure de photovoltaïque, et ça, c'est donc le petit schéma qui illustre assez bien donc la possibilité en local de produire, de stocker et d'injecter sur le réseau ou pour une autre utilisation localement. Après, le sujet qui est assez intéressant, c'est donc ce que je vous dis également. Oui. Pardon. Terminé. Oui, oui. Alors après, donc c'est effectivement donc je vous parlais donc de photovoltaïque pour des véhicules électriques. Là, on en a un exemple. Hein, donc il a ses designs, mais on peut faire plus simple, bien entendu. Et surtout après, je vous parle également donc d'hydrogène. Et c'est donc des sujets qui sont, on va dire, plutôt pas mal développés de l'autre côté de la frontière. Donc à l'aide de photovoltaïque, donc produire de l'hydrogène et donc d'alimenter des bus que vous voyez et véhicules hydrogène entre autres. Voilà. Très bien. Merci. Je vais récupérer effectivement un micro pour pouvoir le donner. Quelques courtes minutes devant nous pour terminer à la fois cette table ronde et notre journée. Je vous rappelle donc le thème de cette table ronde, c'est de dresser une sorte de bilan global. Donc vous avez la parole pour quelques minutes. Alors, j'ai une demande de parole tout là-bas. Tiens, on n'est pas encore allé aussi haut. Je vais donc vous demander de passer le micro là-bas. Allez-y. On fait court, questions courtes et réponses courtes. Très concrète pour Monsieur Binot. Je me posais la question en fait par rapport justement à votre business model et puis au tarif en fait de combien en fait est-ce que le RTE vous rachète donc ce service d'effacement diffus, donc combien de mégawattheures, combien d'euros par mégawattheure effacé? Alors, en fait, on vend notre non-consommation exactement comme d'autres vendent leur production. Donc, on est producteur d'économie d'énergie. Et à partir du moment où on a fait reconnaître à la réglementation que ne pas consommer 1 kW pendant 10 minutes ou produire 1 kW pendant 10 minutes, c'est pareil, et avoir fait reconnu qu'on peut l'agréger, et ben on peut le vendre exactement dans les mêmes conditions qu'une production. Et donc RTE nous l'achète exactement de la même façon qu'il achète à des producteurs l'énergie dont il a besoin tous les jours. Et donc on est actif sur ce qui s'appelle le marché de l'ajustement, qui est une place de marché, donc un endroit où se forment des propositions, donc des prix. Et donc on nous achète notre non-consommation exactement au même prix que RTE aurait pu l'acheter à une centrale thermique.
Autre question ? Monsieur, allez-y. Oui, non, mais simplement, donc ces mécanismes en fait sont purement liés aux mécanismes, je dirais, financiers et de marché. Ça n'a rien à voir avec du contrôle tertiaire ou Alors, autre. c'est pas l'achat d'une prestation. Oui, c'est effectivement des mécanismes de marché, mais c'est ça qui fait que le modèle est robuste et peut se développer. C'est qu'il s'inscrit complètement dans le mode de fonctionnement, l'organisation du marché électrique français ou de n'importe quel pays qui cherche à faire émerger l'effacement comme un moyen alternatif à la production. Donc effectivement, on n'est pas sur de la subvention, on n'est pas sur des tarifs d'achat de prestations de services, on n'est pas sur l'achat de matériel, on n'a rien de garanti. On est comme une centrale virtuelle, un peu comme Alstom construit ou vend des éléments pour construire des centrales que quelqu'un finance à un moment donné et qui va tourner pendant 10 ans. Nous, on est exactement sur le même modèle où chaque brique de notre centrale est quelque part chez un consommateur différent et on sait transformer ces petites briques en une centrale virtuelle de non-consommation, et donc l'équivalent d'une centrale de production, et qui va être rémunérée et produire pendant la durée de vie de la centrale. Merci. Je crois que je vais... vous voulez... Monsieur la petite, je vous donne le micro. Merci. Allez-y. On fait court, s'il vous plaît. Je suis désolé, j'avais toujours une question pour Voltalis, mais je voulais vous demander l'effet, l'aspect économie d'énergie de votre solution pour le consommateur. Est-ce qu'elle vient des économies dans les quand vous tirez de l'ajustement là pour répondre à, ou alors des tirs supplémentaires qui seraient faits rien que pour des raisons d'économie d'énergie, ou alors par l'effet de conscientisation du consommateur par votre portail évolué et la nouvelle version qui sort, entre ces trois effets, enfin, je sais pas. Alors, en fait, ça vient des deux, mais il y a un effet substantiel du premier, c'est-à-dire que lorsque nous effaçons un consommateur, nous allons interrompre son chauffage pendant 10 minutes, pendant un quart d'heure, peut-être pendant une demi-heure, mais pendant ce temps-là, l'inertie thermique du bâtiment fait que sa température ne bouge pas beaucoup. Il ne va pas ressentir d'inconfort. Et le fait de savoir maîtriser ces rythmes et de savoir couper régulièrement, mais de façon pas trop rapprochée, 10 minutes un consommateur, fait qu'on va justement éviter l'effet de décalage. On va éviter de descendre trop bas une température avec un problème d'inconfort et un problème de rattrapage après. Et c'est tout notre savoir-faire que de savoir gérer une durée, un rythme en fonction de tout un tas de paramètres pour qu'on produise bien de l'économie, pas simplement du transfert de consommation, et qu'à la fin, il y ait suffisamment de petits moments de non-consommation et donc d'économie pour que ça se voit sur la facture. Donc effectivement, si je vous coupe 10 minutes par an, vous n'allez rien voir. Si je vous coupe quelques fois 10 minutes par jour assez espacées, à la fin de l'année, vous allez vraiment voir quelque chose. Autre demande de parole ? Allez. Je vous en prie, merci. Pour répondre en partie à votre question, puis pour préciser peut-être ce que dit Mathieu, on a effectivement... alors, on regarde ces chiffres d'économie d'énergie à l'ADEME via les différents démonstrateurs et puis aussi via une étude qu'on a fait avec le CSTB et Voltalis. Les pourcentages d'économie d'énergie dans le cadre de cette étude qui ont été mesurés sont de l'ordre de 13% sur la partie chauffage. C'est-à-dire qu'il y a bien du report, il y a bien une partie d'énergie qui est reportée, mais au global, sur l'échantillon statistique, sur la partie chauffage, il y a des économies d'énergie. Sur la partie chauffe-eau, il n'y en a pas. Et au global, sur toute la consommation d'énergie d'un foyer, on n'est pas... disons que le chiffre de 15%, il est certainement maximisant. Sur le voilà, ce que je voulais bien préciser, c'est que au global, quand on regarde ça sur toute la consommation d'un foyer, on est très certainement plutôt inférieur à 10% de la consommation qui correspond à une économie d'énergie. Mais donc dans l'ensemble, juste 10% pour la partie effacement, oui, ce qu'on avait mesuré oui, ensemble. Dans l'ensemble, et pour revenir peut-être sur les propos que j'ai eus tout à l'heure par rapport à l'effacement et à la perception que ça pouvait avoir chez les gens, il faut bien comprendre que l'ADEME est tout à fait favorable au développement des solutions d'effacement. Ce que je disais tout à l'heure était juste
un point d'attention par rapport à justement, si on veut bien favoriser le déploiement de ces solutions, l'aspect social est à prendre en compte, mais bien évidemment, l'intérêt des solutions d'effacement est d'apporter de la flexibilité au système, que ce soit pour comment gérer les épisodes de pointe quelques fois par an, ou que ce soit pour mieux équilibrer le système au jour le jour sur le marché d'ajustement, comme le fait Voltalis. Merci. Allez, on prend encore une ou deux réactions, Oui, monsieur. J'avais une question un peu technique. Est-ce que vos boîtiers permettent de transférer et de récupérer d'autres données que celles que vous avez, dont vous avez l'usage, vous, et que deviennent Absolument. On a effectivement de quoi, enfin je ne vais pas ouvrir la petite trappe, mais on a de quoi connecter à peu près ce qu'on veut. Et on le fait, ça nous permet d'être extrêmement flexible, notamment dans le cadre... Alors, je ne vais pas dire pilote, parce que je disais en introduction que je n'aimais même pas ce terme-là, parce que ce n'était pas quelque chose qui permettait d'accélérer et de construire une industrie, ce qu'on espère faire. Mais effectivement, on a d'emblée pensé au fait que localement, pour un usage ou une expérience, ou justement dans le cadre de partenariats avec des collectivités, ça peut être l'occasion de tester ou de remonter d'autres données de tout type, de présence, de température, ou même qui n'ont rien à voir avec notre métier d'énergie, mais en faisant une plateforme de collecte de data ou de pilotage d'objets connectés, un peu comme Igenco l'a évoqué, mais de façon aussi ouverte et avec la même type de largeur de spectre. Encore une réaction? Allez, à la dernière. Allez-y. Est-ce que l'arrivée d'un nouvel actionnaire chez Voltalis change l'ambition de la société? Elle la conforte. C'est tout? Bon, je peux être peut-être plus spécifique, parce que Voltalis effectivement est une entreprise, je peux pas le cacher, même si nous sommes extrêmement proches des collectivités pour tous ces déploiements et qu'il y a des moments où on se sent plus service public que le service public. Et nous avons la chance d'avoir à notre capital des actionnaires de long terme, et le dernier à s'être manifesté et à d'ailleurs avoir pris la présidence étant Paris Moratoglou, qui a fondé EDF Énergie Nouvelle. Et pourquoi est-ce que je dis que ça conforte cette stratégie? C'est que c'est pour nous la confirmation du fait que l'effacement diffus est une technologie mature qui a vocation à se déployer très largement et qui apporte d'énormes bénéfices à de nombreux types d'acteurs, aux consommateurs, aux collectivités, aux systèmes électriques, etc. Et qu'on est effectivement convaincu que c'est une solution qu'on doit pouvoir développer, et on a la chance d'avoir des actionnaires de long terme qui ont cette capacité non seulement à le développer en France, mais aussi à faire en sorte que cette French Touch émerge et se développe ailleurs en Europe et aux États-Unis. Et je peux juste rajouter, pour avoir fait quelques tournées en dehors de la France et notamment aux États-Unis, que technologiquement, la solution qu'on a développée est largement meilleure que celle qui existe aux États-Unis, vue des Américains, vue de la Californie. Donc on parlait tout à l'heure du fondateur du CRM qui est allé créer C3 Énergie, prestataire qu'un grand énergéticien français s'est senti obligé d'aller chercher pour essayer d'apprendre à faire notre métier. Et qu'il a encore du mal à faire. Voilà, il existe en France des startups, j'aime beaucoup ce mot, même si on est déjà 200, donc on commence à rentrer dans la catégorie des ETI, mais on a un vrai savoir-faire français et qui peut essaimer à l'international et qui est très fortement créateur d'emplois, puisque on a avant tout besoin d'installer des boîtiers chez les gens, et donc c'est de la main-d'œuvre qui est non délocalisable et qui représente potentiellement, lorsqu'on accélérera, des milliers d'emplois en France et évidemment autant à l'étranger. Bien, on va rester sur cette touche positive pour l'industrie française, voilà, qui nous servira un petit peu de conclusion du coup. Merci beaucoup, on va s'arrêter là puisque la journée a déjà été dense avec un certain nombre d'exposés et de tables rondes. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci spécialement à tous les intervenants venus parfois de très loin pour participer donc à cette journée de Digipolis. On espère avec les organisateurs qu'elle aura été en tout cas prolifique, bénéfique et qu'elle ouvre peut-être des portes et des projets pour la Franche-Comté dont on a dit qu'elle était un petit peu donc en déshérence de ce point de vue-là, en tout cas actuellement. Merci beaucoup à vous et bon retour.